Ladies and gentlemen, I am happy to welcome you again on Afrique Today TV, a digital Pan-African TV based in the United States of America. We are here for the second part of our virtual live show focusing on domestic abuse, and the topic of today is sexual violence on women and young girls. The program is sponsored by the Pacha Foundation, a charity based in the United States of America, and the Cameroonian Doctors Association, a registered charity in the United Kingdom, also known as CamDoc UK. The subject of abuse is a highly sensitive one and is still a taboo in most communities in general, but Black and African homes in particular. We previously talked about COVID-19 and domestic violence, shedded light on the impact this violence has on the victims' physical and mental health, and also looked at all the costs these abuses could lead to. On this episode, we will talk about the health impact sexual violence can have on a specific gender, women and young girls, including impact on pregnancies. Our panelists will enlighten us on the medical and medical legal management of the victims. We will know more on the training of the trainers taking care of those victims. And to finish, we will hopefully inform you on useful services available for the victims, especially in Cameroon, just action plan for policymakers. Nous conduirons cette émission en français et en anglais, étant donné que notre audience est bilingue. Je suis Dr Vicky Kamwa, chercheur clinique à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, de l'association CamDoc. Et avec moi, trois fabuleux panélistes que j'ai le plaisir d'introduire à présent et qui nous en diront un peu plus sur leur parcours professionnel. Dr Mireille Ndjenje nous rejoint depuis Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Vicky. Vous pouvez nous dire ce que vous faites, voilà, les qualifications que vous avez. Essayez de nous dire un peu plus sur vous. Je suis docteur Ndjenje Mireille, épouse Belinga. Je suis psychologue clinicienne, enseignante chercheur à l'Université de Yaoundé 1 et praticienne aussi de la psychologie. Merci beaucoup. Bienvenue, docteur, encore. Alors, notre deuxième spécialiste est docteur Véronique Mboua, gynécologue obstétricienne aux urgences de Yaoundé. Bienvenue, docteur. Docteur Mboua. Alors, je crois qu'elle a peut-être un problème de connexion. Donc, nous allons vous présenter le troisième panéliste. Well, he is with us from Qatar. It's Dr. Osric Nafti. He is a senior consultant in maternal and fetal medicine in Hamad Medical Corporation. Welcome, doctor. Thank you for the welcome. Yes, my name is Osric Nafti. I am trained as an obstetrician and gynecologist in the UK, subspecializing in maternal and fetal health. Over the last 3 years, I've been here in Doha, Qatar. Previously worked as a consultant in the UK for quite a few years. It's a pleasure to be here with you tonight. And it's a pleasure to have you on our platform, Dr. Osric. Thank you for accepting the invitation. I'm not sure if Dr. Mboua is connected. Shall we try again, Dr. Mboua? Yeah, I'm getting you more. Docteur, bienvenue. Désolée, voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Vous êtes notre troisième panéliste de ce soir. Bonsoir Vicky, bonsoir tout le monde. Je suis le docteur Mboua, Véronique. Je suis gynécologue obstétricienne en service au centre des urgences de Yaoundé. Je suis assistante à la faculté de médecine et des sciences biomédicales et je suis coordinatrice du réseau de prise en charge des survivants de violences sexuelles. En marge de toutes ces activités-là, je suis formatrice des formateurs en matière de prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Je suis très heureuse de participer à cette conférence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, docteur. So without further ado, I would like to ask our beautiful panelists, what do we mean by domestic violence or sexual violence? Are they the same? And you know, can you tell us how frequent this happens in your respective region? And I will start with Dr. Nafti. No, they're not the same thing, although they coexist. Domestic violence is really
sort of any incident or pattern of controlling behavior. It can be coercive, it can be threatening, it's violence, and it's usually between people who are described as adults, so over 16 in the UK context where we're more used to, and it's between intimate partners or members of the family. So domestic violence can be physical, psychological, sexual, so therein lies the link. So sexual abuse is a form of domestic violence, but domestic violence can also be emotional, financial, and also based on honor. There's, in certain parts of the world, you have what you call honor-based violence, more common in Asia, and certainly probably to some extent in parts of Africa as well. So there is an overlap, but they are not quite the same thing. In terms of actual data from this region, it's a bit difficult to be exact on the data that you get, because it's not a commonly studied thing. But in my experience, it certainly is a problem that exists. And we recognize that, and certainly we see that in our practice in this country. Well, thank you, Dr. Nafti. So Dr. Nafti just brilliantly explained that, you know, sexual violence is absolutely different from domestic violence, where actually they can overlap, and it's actually a form of domestic violence. So do you have in Cameroon any numbers for us, any prevalence, how frequent these happen? Yes, Vicky, you know, in Cameroon, we have a serious problem with statistics. Yeah. We can really not say how much the phenomenon is important in Cameroon. But personally, as practitioner, I've received and continue to receive women and girls who have been victims of sexual violence since the start of the pandemic. And that violence was precisely due to the pandemic. Okay. So for women, it is much more about domestic violence, because confined husbands who have become very demanding, they disturb their wives. Yes, they are trying to manage the stress caused by the pandemic by letting off steam on their wives. But much more, I receive young girls and even little girls, victims of incestuous rapes. Yes. The fact that the children are together all the time at home, that they watch TV all day long, that they are bored at home, bad ideas are born in their mind frequently, and they act easily. So the confinement has fostered promiscuity, and that also gives rise to bad ideas. So that's my personal experience as practitioner, but statistic in Cameroon is very difficult. I think Dr. Mbua, who is in the domain, maybe she has some, but officially it's very difficult to have statistics here in Cameroon. All right, and I'm really that's the reason why I want Dr. Mbua. You're a practitioner, so you surely receive women and young girls victims of sexual violence. Do you have any numbers? Just like Dr. J said, I know it's difficult statistics and and research. Is there anything that you want to tell us about how they are, and if you have any number for us? Yeah, Vicky, it's true that it's very difficult to have those statistics in our country. But anyway, we have some research that have been done in this area. For exemple, l'étude démographique de la santé qui a été conduite en 2014, par exemple, a révélé, c'est vrai que ce n'est certes cette étude a quand même démontré qu'il y a à peu près 34% des femmes qui sont âgées de 15 à 49 ans qui dénoncent ou alors qui se plaignent d'avoir subi des violences dans le cadre domestique. Et parmi ces femmes-là, 8% d'entre elles ont subi des violences sexuelles. Donc, c'est certainement pas le reflet de tout ce qui se produit, parce que les cas de violences sexuelles sont très, très peu dénoncés et sont très peu rapportés, surtout lorsqu'ils se produisent dans le cadre familial, dans le cadre de la cellule conjugale. C'est assez compliqué pour que les victimes, pour que les survivants viennent rapporter ces faits-là.
Et même parfois, lorsqu'ils ont le courage de le faire, il y a l'entourage familial qui s'oppose à cette dénonciation-là, parce que ça a des implications très importantes. Tout de même, d'après ces études qui ont été conduites sur le terrain, il ressort qu'il y a quand même 8% des femmes âgées de 15 à 49 ans qui se plaignent d'avoir subi des violences sexuelles à un moment donné de leur vie familiale. Et je pense que ces 8% ne sont vraiment pas négligés parce que ça peut représenter énormément pour les populations, surtout dans le genre féminin et les enfants. Merci beaucoup pour ces chiffres, Dr. Mboua. Ça nous donne un peu une vision de ce qui se passe au Cameroun. Dr. Nafti, how women and young girls victims of sexual violence present to you in hospital in Qatar? I think the presentations will typically be the same, irrespective of where you are. And I think one of the commonest things is the patient may present repeatedly for all sorts of very vague reasons, unless there's certainly trauma or something that sort of acutely brings them in. So you will find typically in cases of domestic violence, patients may see up to 5 professionals and come into hospital multiple times, often with very vague symptoms. They might just come with headache, abdominal pain, pain in the abdomen, things that are very non-specific. So in essence, it's critical as clinicians for us to ask the question. And typically one of the problems we have as doctors is oftentimes doctors are not comfortable to ask the question because they're not necessarily trained to ask the question. And two, even more difficult is if you ask the question and you get an answer that is revealing of a problem, what then do you do? So as obstetricians and gynecologists from the UK, it certainly was standard practice for you to ask that question when patients presented. So it became a normal part of care. So there was no taboos with asking the question and addressing the problem. So you would ask the question, are there any issues of concern at home? For example, that would typically be the way we would ask the question in the UK. Here, it's a very patriarchal society. What happens in our hospital and currently where I work in Doha is actually the men are not allowed to come into the consultations with women. So that facilitates your ability to ask the question. Because oftentimes if you were in the UK, one of the red flags sometimes is a partner or a husband who is extraordinarily supportive and always there and always answering questions. That also can be a red flag. So here we don't have that issue. And if you have any concerns when you're talking to a patient, then it's very important to ask the question. And I've had patients here who have come into me for scans or whatever, and you're having a conversation and you can see the expression and you just ask the question, is everything all right? And then that's the opening box of a massive Pandora. It can be tricky sometimes here because some women cover. So if they're covering, you can't really see facial expressions, and that is a problem. But the majority of women, when they come in to see me, will take the cover off when they're in the room, and they'll put it on when they leave the room. So the important thing is really to ask the question, because they might not present with any sort of typical symptoms. It will be vague stuff like headaches, dizziness, abdominal pain, pain with intercourse, that sort of thing. So you have to ask the question. All right. Well, thank you very much for enlightening us on that. I know you are gynecologist and obstetrician, so you do see pregnant women. Is there a relationship between sexual violence and pregnancy? And if yes, what is it? Is there any impact? Oh, yes. I mean, there is a well-recognized association with domestic violence, sexual assault, and pregnancy. We know for a fact that 30% of incidents of domestic violence and sexual assault are related to pregnancy, or certainly get exacerbated during pregnancy. And this is typically related to pregnancies that are unplanned, for example, in younger patients and patients of low financial status. So those kind of things will be the things that will trigger a violence in the relationship. So it's definitely something that we see in pregnancy more. The impact on pregnancy, it's certainly there. It has impact on both mom and baby. So there's impacts on the mother's status and the outcome of the pregnancy.
and also on the baby. So those are high-risk pregnancies. They are pregnancies that we would monitor more closely. We would see the patients more frequently as well, in addition to addressing the immediate needs of the patient, if they need to be put in a safe place, etc., etc. So there's acute things that you have to deal with, but there's also things that as you progress through the 9 months of pregnancy that you have to address to minimize the risk of adverse outcomes. Yeah. Right. Well, thank you. Dr. Mboua, vous êtes également gynécologue obstétricienne. Est-ce que vous êtes en agrément avec ce que Dr. Osric vient de dire ou vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dr. Osric vient de dire, parce que la plupart des survivantes que nous recevons en milieu hospitalier ne vont pas d'abord se plaindre en premier motif de consultation de violences sexuelles d'entrée de jeu. C'est au décours de l'examen, lorsque la patiente est mise en confiance, qu'elle pourrait évoquer en fonction des questions vers lesquelles vous allez orienter votre interrogatoire lors de la consultation. Donc, c'est assez difficile, lorsque vous consultez les registres d'admission dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, d'avoir des motifs de consultation, agression sexuelle ou violence sexuelle dans le cadre domestique et même en dehors du milieu conjugal ou domestique. Donc, les patients viendront en se plaignant surtout de douleurs, comme il l'a dit tantôt. Elles vont se plaindre de douleurs dans le bas du ventre. Elles vont se plaindre. Je crois que nous avons un problème de connexion encore avec... Elles vont pour certaines, surtout pour les plus jeunes, être dans une forme de mutisme, surtout lorsqu'elles sont accompagnées du parent qui pourrait être l'auteur de cette agression-là. Donc, il y a vraiment un état psychologique qui va être associé à la violence sexuelle subie et des lésions physiques que vous pourrez retrouver et qui pourraient orienter votre interrogatoire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la prise en charge clinique des survivants, il y a beaucoup de formations qui sont faites pour les personnels pour qu'ils puissent être à même de faire le tri. Donc, il y a des associations qui ont travaillé sur l'établissement des fiches de tri qu'on dispose à l'admission et tout, et qui ont un certain nombre de questions qui pourraient orienter vers un cas de violence sexuelle et qui pourraient permettre de rattraper le survivant et de le mettre dans le circuit dans lequel il pourra avoir des soins de qualité et une écoute qui soit attendue pour ce type d'agression. D'accord. Donc, en effet, les survivants ne disent pas souvent qu'ils ont été violentés sexuellement. Ils vont se plaindre de toute autre chose. C'est aux cliniciens et... Voilà, je pense que nous avons des problèmes de connexion avec Dr. Mboua. Bon, pathologies différentes, d'identifier celles qui ont subi des violences sexuelles. D'accord, merci Dr. Mboua. Je pense que nous vous avons perdu pendant quelques minutes, mais je crois que l'essentiel du message est passé. Nous aurons l'occasion de parler de la prise en charge et de la formation du formateur, comme vous l'avez mentionné. Dr. Njay, je sais que vous également, avec votre formation en psychologique, vous rencontrez des patients qui sont victimes de violences sexuelles. Quels sont les risques de violences sexuelles où les femmes sont exposées, vous voyez, durant cette pandémie? Je sais que, voilà, il y a le confinement, donc les gens sont à la maison. Est-ce qu'il y a un autre risque qui pourrait prédisposer ces femmes et ces jeunes filles, en fait, à être victimes, finalement, de ces comportements pas tolérables? Oui, Vicky, avant de parler des risques, j'aimerais ajouter un peu à ce que Dr. Mboua disait tout à l'heure.
Le gros problème des victimes de violences sexuelles, c'est qu'il y a la stigmatisation. Elles sont stigmatisées, elles sont surtout jugées. Parce que quand une jeune fille arrive et dit « j'ai été violée », la première question, c'est pourquoi tu portais la mini-jupe, pourquoi tu étais à tel endroit à 23 heures. Donc, ce jugement-là les freine et empêche qu'elles s'expriment et qu'elles se plaignent. Il y a ça et c'est vraiment un phénomène de honte. Alors, pendant la pandémie, il y a le confinement, on en a parlé. Le confinement fait que tout le monde est à la maison tout le temps. Souvent, quand on sortait, chacun allait travailler, on rentrait le soir, on pouvait raconter sa journée, on était fatigué. Mais là, le fait de se voir tout le temps, ça fait que on finit par voir des choses qu'on ne voyait pas quand on sortait. On finit par, il y a la pression de la pandémie, il y a tout ce stress qui fait que la tendance est de déverser souvent sa colère sur le partenaire. Et bien, les femmes vont le subir beaucoup plus parce que il faut dire qu'avec la pandémie du COVID-19, il y a une grosse baisse de revenus dans les ménages. Alors, les hommes qui sont en principe les pourvoyeurs de fonds, quand ils se trouvent diminués, sont super stressés et le moindre geste peut faire monter la colère et ils peuvent devenir violents. Il y a les enfants aussi qui sont tout le temps à la maison, qui ne sortent pas de là et qui font beaucoup de bruit, qui dérangent, qui cassent, qui mangent beaucoup. Tout ça va exacerber les parents et souvent ça fait monter la colère et puis la violence peut passer tout de suite. Et le fait de la promiscuité fait que les hommes vont certainement devenir plus demandeurs. Et ça, c'est les femmes qui vont le subir. Et aussi, dans la pratique, j'ai rencontré quand même beaucoup de cas de viol incestueux. C'est-à-dire que les enfants sont entre eux, frères et sœurs surtout, parce qu'on a souvent parlé de viol incestueux parents-enfants, mais là, c'est entre frères et sœurs parce qu'ils sont tous ensemble, ils restent dans les chambres ensemble, ils regardent la télé, ils voient parfois des choses pas possibles là-bas, et ça fait que parfois le passage à l'acte est violent. C'est vraiment effrayant tout ça, Dr. Njenje. Mais voilà, j'ai bien envie de me rassurer qu'il y a, voilà, il y a de l'espoir pour essayer de réduire le risque de violence sexuelle et, je veux dire, améliorer également la prise en charge de ces malades parce que finalement, toutes ces victimes, elles ont besoin d'un suivi, elles ont besoin d'être prises en charge. Et si nous devons maintenant parler de la prise en charge médicale, quelle serait-elle, Dr. Nafti, Dr. Osric? So in terms of the medical care of the patient, so if a patient presents to you acutely with a history of assault, so the initial thing would be, as my colleague said, the first thing is one of the most important things is to acknowledge the problem. So if a patient complains that they've been raped, then it's important as medical staff to take their complaint seriously, to acknowledge it, and to reassure them that we're there to help. If there's any immediate trauma or any sort of thing that needs to be dealt with acutely, then you deal with that problem. And then there are the long-term side effects and things that you have to address. I suppose the main thing in that situation is, the first question is, does the patient want to make, the lady wants to make a complaint? If she wants to make a complaint, then you would facilitate that with the local authorities as they are in the country where you practice. Now, of course, if they don't want to make a complaint, then it's a bit more complicated. Then the question is that patient safe to go home? You have to ask the questions about what are the risks at home? Does their partner, are they violent? Do they have any weapons? Have they tried to kill them before? Questions to sort of establish how much risk that patient is in. The next thing is, if the patient is in high risk, then you need to make the patient safe. And that may mean that the patient needs to go to a safe house or be admitted into hospital just to cool things down and then try and resolve and find somewhere where she'll be safe in the long term. So in hospital, we have the tool of admitting patients to a bed, and that just takes them away from the danger. And then you can walk on the other side of things. So there's immediate things that need addressing in terms of the medical side, if they're bleeding, if there's anything like that. But then long-term, colleagues from the psychology input and all the other stuff in terms of safety and the longer-term
issues need to be addressed. It's also important to recognize that there may be children in the household who would also be at risk. So it's not just the mother that would necessarily be at risk. There may be children and other individuals in the household that are at risk. And so that needs to be looked at and resolved as well. So there's no one answer really. It's oftentimes based on individual circumstances. But as practitioners, what we need to do is be open to acknowledge the patient's concerns, address them, make sure they understand that we're on their side. We can't stigmatize them and ask the kind of questions that about where she was at midnight, why was she wearing short skirts. That is certainly not something that we should be involved in. Flippant comments like that can have long-term consequences. Yeah. Yes, please. Thank you, Dr. Nafti, for that brilliant intervention. Dr. Mboua, je sais que voilà, vous recevez ces patients que vous avez confirmés. Dr. Nafti vient de dire dans son exposé que voilà, au Qatar, ils ont la possibilité, par exemple, de tirer une personne qui s'est plaint de victime sexuelle et de les mettre dans des foyers de refuge et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable au Cameroun? Comment ça se passe, la prise en charge clinique au Cameroun? Merci Vicky. Alors, au Cameroun, pour ce qui est de la prise en charge des survivants de violences sexuelles, elle est vraiment une prise en charge centrée sur l'individu. Elle se veut centrée sur l'individu. Alors, elle va dépendre des circonstances, elle va dépendre de l'individu qui a été traumatisé, et elle va dépendre des conditions même de vie de cet individu et des conditions dans lesquelles cette personne est admise. L'individu qui a été traumatisé sexuellement, dans le cadre familial, il y a un phénomène qui est quand même à prendre en considération, c'est le retour à domicile. Lorsque c'est une femme qui a été abusée sexuellement par son conjoint et qu'elle a le courage de venir en consultation, très souvent c'est parce qu'il y a des lésions associées ou alors parce que c'est un phénomène qui s'est vu répéter plusieurs fois et duquel elle voudrait sortir. Quand elle est admise, il y a déjà une prise en charge qui commence d'un point de vue psychologique. Parce que la personne ne devrait pas être jugée. Le personnel qui la reçoit doit être disposé à l'écoute. Et en général, les différents centres où elles sont admises, ces patientes-là, ont des personnels qui sont formés pour ça. Et il y a également dans ces personnels, mais également des travailleurs sociaux qui sont à l'écoute de ces survivants-là et qui les accompagnent pendant tout le cheminement du soin. Une fois que la patiente est mise en confiance, il y a l'évaluation lésionnelle. Dans le bilan lésionnel, au décours duquel des soins physiques sont faits. Donc, s'il y a des blessures physiques, elles sont soignées. Elles sont suturées pour des plaies qui nécessitent de l'aide. Et il y a également une prise en charge dans un volet prophylactique. Alors, dans le cadre familial, c'est délicat. Les choses ne se font pas toujours de la même façon qu'elles se seraient faites lorsque la violence est extra-conjugale ou alors extra-domestique. Parce que tout va dépendre du besoin du survivant. Souvent, ces violences-là sont associées à des grossesses désirées. Donc, d'un point de vue prophylactique, il y aura une prophylaxie contre les grossesses indésirées. Donc, on va donner des pilules du lendemain ou alors des traitements qu'il faudrait, des contraceptifs d'urgence pour pouvoir éviter que cette violence qui a été subie ne se solve en une grossesse qui sera très certainement mal vécue, non seulement par la survivante, mais également par le couple. Donc, en plus de cela, il y a des bilans qui vont être faits parce que malheureusement, les cas de violence sexuelle, comme le docteur Ndjenge le disait tantôt, surviennent dans des conditions qui les favorisent. C'est souvent dans des couples où le conjoint a des partenaires multiples, le conjoint a des stress, dans une situation de stress économique. Et à ce moment-là, la survivante va certainement être demandeuse d'une prophylaxie anti-infectieuse.
Et donc, on va lui donner des antirétroviraux en termes de prophylaxie anti-VIH, après bien sûr avoir fait les tests qu'il faut. Et on lui donnera également une antibioprophylaxie pour éviter des transmission lorsque on est dans une possibilité de multipartenaires. Parce que tout est vraiment nuancé. Ce n'est pas des protocoles figés comme lorsqu'on reçoit des survivants de violences sexuelles extra-conjugales. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement psychologique, parce que les traumatismes sont physiques, certes, mais les lésions par des psychologues cliniciens, psychiatres, qui accompagnent sur le long terme ces survivants-là. Donc, c'est des prises en charge qui sont certes disponibles dans certains hôpitaux, mais malheureusement ne sont pas encore vulgarisées. Il y a encore beaucoup de lacunes dans les services qui sont offerts, non seulement parce que le personnel n'est pas toujours disposé à accompagner ces survivants-là, ou alors ne dispose pas des moyens qu'il faut pour le faire, mais aussi parce que les survivants eux-mêmes ne sont pas toujours informés sur les lieux où ils doivent se rendre pour pouvoir bénéficier de ces soins. On ne s'attend pas les peu de revenus qui n'ont pas toujours les moyens pour faire les bilans qui leur sont demandés et pour pouvoir s'offrir les soins qui vont avec les soins dont ils ont besoin. D'accord. OK. Mais ça a un coût et donc ce n'est pas très facile de toujours suivre. Mais oui, il y a des services qui s'occupent de ces survivants-là. Il y a des centres d'accueil qui sont ouverts par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille sociale pour ce qui est de la région du centre d'accueil qui existent et vers lesquels les survivants sont accompagnés par les travailleurs sociaux et des agents communautaires. Mais également, je sais que dans le sud-ouest, il y a des centres qui sont fonctionnels. Dans le nord et dans l'extrême nord également, il y a des centres qui sont fonctionnels, des centres d'accueil pour ces survivants-là et pour leurs familles. C'est vrai, c'est très pertinent ce que le docteur a dit tout à l'heure parce que lorsqu'il y a une violence de violence sexuelle. Ça a été le cas de plusieurs de nos survivants que nous avons reçus, où la maman avait été traumatisée sexuellement par son conjoint pendant des années. Elle a quitté le foyer conjugal et elle y a laissé ses enfants. Et malheureusement, pour la fille aînée, c'est elle qui a été la victime. Et c'est la fille aînée que nous avons reçue et c'est comme ça qu'on a pu remonter jusqu'à la mère qui, elle également, a été traumatisée Alors, c'est très triste. Psychologiquement et qui présentait des troubles psychiatriques. Voilà, je crois que nous, qui ont été nous perdons Dr Mboua de manière pris en charge maintenant. Voilà, donc juste pour essayer de résumer, Dr Mboua, une fois de plus, je pense que nous avons perdu, à quelques moments, lorsque vous étiez en train de si brillamment nous exposer, ce que vous pensez de ce qui se passe au Cameroun. Donc voilà, juste pour résumer, si on doit parler de la prise en charge clinique, vous nous dites que voilà, nous avons une prise en charge psychologique qui se fait. Ensuite, c'est un bilan visionnel. Ensuite, il faut s'attaquer à l'accompagnement de ces victimes. Et vous nous confirmez que des centres et des maisons d'accueil existent, non seulement à Yaoundé, au centre du Cameroun, mais aussi au nord et dans quelques autres régions comme à l'est à Bertoua. Est-ce que c'est correct, ce que vous nous avez dit? Voilà, OK. Nous aurons l'opportunité. Nous aurons l'opportunité de parler de ces centres d'accueil et
Voilà, j'espère que nous pourrons bien écouter ce que vous avez à dire sans être interrompu parce que c'est tellement passionnant à chaque fois que vous vous exprimez. Dr Njinje, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Dr Nafti et Dr Mboua nous ont si brillamment expliqué? Oui, je pense qu'ils ils ont dit, il faut ajouter, c'est que il y a des centres, peut-être pas beaucoup, il y en a quand même, et il y a une prise en charge, et je sais, Dr Mboua fait un gros travail, j'aime surtout son côté psychologue, elle fait un gros travail là-dessus, mais le véritable problème, c'est que les victimes ne vont pas à l'hôpital. Les victimes ne vont pas vers ces centres-là. Je pense qu'il est temps qu'on fasse une grosse sensibilisation sur l'existence de ces possibilités d'accueillir les survivantes. Il faut faire une grosse sensibilisation là-dessus et puis les encourager. C'est-à-dire qu'il faut démystifier et déstigmatiser les agressions sexuelles, les viols. Il faut les déstigmatiser pour que les victimes puissent aller vers ces centres d'accueil, vers ces ONG qui peuvent prendre soin d'elles de manière durable. Ok, merci beaucoup, Dr Njinje, pour votre intervention. Voilà, donc là, nous venons de parler de la prise en charge médicale. Est-ce que vous avez une idée un peu sur la prise en charge légale, médico-légale, de comment est-ce que ça se passe? Parce que je sais que voilà, les victimes arrivent à l'hôpital, on les reçoit, on fait le diagnostic et tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose de médico-légal qui est fait? Parce que voilà, ceux qui abusent d'eux, forcément, devraient, je ne sais pas, être responsables de leurs actes. Donc, est-ce que quelque chose est fait, Dr Nafti, au Qatar? Au Qatar, c'est intéressant parce que c'est un pays musulman, les lois sont un peu différentes. Mon expérience est surtout en Angleterre. Okay, so I think in England it's definitely a lot more organized. So if a patient presents acutely with a rape, and we see them in gynecology, and they acknowledge that and they want to press charges, then it's our responsibility to get the forensic team. So we would deal with the acute situation, but in terms of the examination and the documentation, there are specialized services that would come in to assess the patient, because the line of evidence is crucial. So you don't really want someone who is not trained to be able to collect the evidence to do that. So if the patient is not in any sort of immediate danger from their trauma, then we would get, you would keep them with support in terms of psychology, and you'd get the relevant team to come across, or take out the relevant team who would assess her, document all the lesions, take all the various samples and tests that need to be done, because this then becomes evidence in a court case, potentially. So it's about having those services available that you can call on. Because as we discussed before, part of the problem here is that medics have a problem with treating these patients, and you know, people take their own experiences into these patients. So get the right professionals involved. The line of evidence is critical, because the last thing you would want is for the woman to go to court, which is traumatic itself, but then lose a case based on the trail of evidence. So that's really important. And then, as I said before, you need to make her safe, and that may mean putting her in a refuge or somewhere for the being. And then the police will take it over from there. So the law is very clear in the UK in terms of what sexual assault is, and the consequence. And then we'll go from there. Here, it's in Doha, it's a lot more tricky, because it's considered largely a private affair. So it's tricky, but the social services, again, would be able to provide support in terms of taking the woman out of the immediate danger. The resolution tends to be by family court, and generally we'll be trying to find a resolution in the family rather than going down the crime route as a first option. Okay.
Right. Well, thank you very much. And I think I have a question for Dr. Nafti, sorry, from Yeah, our sure. audience. And so we have this lovely lady asking, I wonder how the management of these women has changed during the pandemic. I would assume pre-pandemic it would be easier to admit to a bed. Is this less likely to be offered? I mean, certainly not. So if someone takes the time to come to hospital during the pandemic Yeah. to report violence, then it's even more important to take them seriously. Because as we've just been discussing, the problem with the pandemic is everyone is at home. The danger is at home 24 hours a day. So I would suggest that, in fact, it's actually more relevant to admit and take the woman out of the danger. If she, in spite of COVID, she takes time to come in, I would be more concerned, and certainly it would be something that you would probably admit if you were concerned about her safety. Absolutely. All right. Thank you so much for that answer, Dr. Nafti. Dr. JJ, I know, I'm not sure if you know anything, much about how the legal side of the things happen when a sexual violence happens. But is there anything? I mean, you've dealt with women and young girls. Have you been involved in any legal actions? And if yes, how does it happen? Okay, the connection was not so good, but I think here in Cameroon, Yeah. yeah, au Cameroun, la première chose à faire quand on est violé, j'espère que j'ai bien suivi la question, la connexion a été un peu perturbée. Je la La répète pre- s'il vous voulez, en fait. Donc, en fait, je demandais, je sais que vous êtes en contact avec des femmes et des jeunes filles qui sont victimes de violences sexuelles. Je ne sais pas si vous avez une certaine idée sur comment ça se présente, comment est-ce que le côté légal se présente. Et si oui, qu'est-ce qui est fait au Cameroun sur le côté légal? Oui, il faut le dire que la première chose à faire quand on est victime d'agression sexuelle ou de viol, c'est d'aller à l'hôpital parce qu'il n'y a que le médecin qui peut objectiver le viol. Un psychologue ou un légaliste ne peut pas dire que vous êtes violé si un médecin n'a pas fait un certificat médical attestant après examen que vous avez été violé. Alors, une fois que vous êtes allé à l'hôpital, vous pouvez porter plainte maintenant et ça se fait au Cameroun. Les gendarmeries accueillent, les commissariats de police et même le tribunal accueille au Cameroun. Maintenant, quand vous avez porté plainte, vous vous déportez donc pour la prise en charge psychologique parce qu'il y a toujours des problèmes psychologiques qui vont subvenir après. Et je vais vous dire, la dernière victime de viol que j'ai reçue il y a une semaine exactement, ses bourreaux ont été arrêtés aussitôt. Ils ont eu la malchance d'utiliser son téléphone et on a pu les retracer et ils sont actuellement à la gendarmerie pour exploitation. Donc, ça se fait lorsque la victime se plaint et lorsque le médecin a pu objectiver le viol, la gendarmerie, la police et dont la loi en général s'occupe de ces victimes-là. Merci beaucoup, JJ. Et votre exemple, je suis convaincue que ça redonne un peu d'espoir aux victimes dehors qui ont l'impression qu'on ne les écoute peut-être pas ou que voilà, leurs bourreaux ne seront jamais arrêtés. Donc, c'est bien de présenter des cas qui ont été, j'ai envie de dire, successful en anglais. Dr. Mbua, let's talk about the services that are now available to these victims, because we've been talking about the impact that the sexual violence has on them. It's about management, and then things. I don't know if there's anything on the legal side that you want to add. If yes, please do so. But then after that, would you mind just telling us about the services? Because I know that you are involved and you are really battling, and you are also training trainers who are taking care of those victims. And I really personally believe that this is a brilliant job because they're actually coming with invaluable work, and I'm sure that they're probably involved in the recovery of those patients. So would you mind just telling us about the legal side and what are the services?
Thank you, Vicky. Alors, pour ce qui est de la prise en charge médico-légale, qui dit médico-légal dit un volet médical et ensuite une prise en charge légale et puis judiciaire. C'est vraiment le lien entre le soin clinique et psychologique qui va être fait au survivant et la prise en charge judiciaire qui va suivre. Nous avons la chance qu'au Cameroun, de plus en plus, nous avons des médecins légistes qui sont formés et qui exercent sur notre territoire. Ce qui se passe lorsque le survivant de violences sexuelles arrive à l'hôpital, c'est qu'une fois la prise en charge clinique réalisée, dans le bilan lésionnel, les soins des lésions, le traitement prophylactique pour éviter les grossesses, pour éviter les infections sexuellement transmissibles et les soins des plaies qui sont faits, une fois que tout cela est réalisé, il y a pendant l'examen la collecte des évidences. Donc, le rapport médical qui est fait, le bilan lésionnel qui est établi, fait foi en qualité de preuve pour une éventuelle poursuite ou alors une éventuelle procédure judiciaire qui va être initiée à la suite de cela. Alors, est-ce que tous les médecins sont compétents pour pouvoir établir ce bilan lésionnel? A priori, oui, parce que ça consiste en quoi? Ça consiste à bien faire son examen clinique et rapporter exactement tout ce que la survivante aura révélé et tout ce que vous aurez noté physiquement ou alors après votre analyse psychologique de son état mental. Tous ces éléments-là vont être consignés dans un rapport médical et puis un certificat médico-légal va être établi à la suite de l'examen clinique que vous aurez réalisé. Les résultats des analyses faites également pourront être consignés dans ce rapport médical et tout ceci va être utile pour ce qui est de la procédure judiciaire qui va être initiée après la prise en charge clinique. Alors, les médecins légistes interviennent beaucoup lorsque on est dans un cadre où on reçoit le survivant et on n'a pas la possibilité de conduire cet examen-là, cette évaluation médico-légale de façon exhaustive. Donc, il y a un référencement qui peut être établi vers un médecin légiste qui va se charger de bien réévaluer d'un point de vue médico-légal le survivant, de pouvoir associer aux lésions qui auront été notées des incapacités temporaires de travail adaptées et adéquates, et puis ainsi de pouvoir constituer un bon rapport qui va être utile pour les services judiciaires. Alors, la prise en charge médico-légale, donc elle commence à l'hôpital, mais elle se poursuit dans les services judiciaires, les services de police ou alors les services de gendarmerie ainsi que le parquet. Les survivants, souvent, commencent d'abord par se plaindre au niveau des services de police ou de gendarmerie. Lorsque c'est le cas, les services de police ou de gendarmerie vont saisir les personnels de soins pour qu'une évaluation clinique soit faite et un certificat médico-légal puisse être établi. Donc, ces différents secteurs-là travaillent ensemble. Il est vrai que la collaboration ne se fait peut-être pas encore de façon optimale dans l'intérêt du survivant, mais c'est ce sur quoi nous travaillons depuis quelques années pour que le travail de chacun des secteurs puisse se faire dans le cadre d'un réseau et que ça puisse faciliter l'accès aux différents services par les survivants. Mais pour ce qui est des survivants de violences sexuelles domestiques, il y a vraiment tout un caractère qui est à prendre en considération et qui n'est pas négligeable. C'est que c'est une violence sexuelle qui a été faite par le conjoint ou alors par le père ou par l'oncle ou par le frère. Et donc, il y a tout un volet d'accompagnement au niveau social qui rentre en jeu. Ce n'est pas très aisé pour les survivants de ce type de violence d'aller jusqu'au bout de leur plainte, mais ça n'excuse pas l'acte qui est commis. Et le personnel soignant qui les accueille en premier doit pouvoir
les mettre dans les conditions ou alors les accompagner vers une procédure qui permet de les protéger. Parce que très souvent, ces violences-là ne se viennent pas une seule fois. Elles peuvent se répéter lorsque le survivant retourne dans l'environnement dans lequel il a été traumatisé. Donc, pour cela, pour pouvoir... Alors, nous avons perdu Dr Mbouan également. Voilà. Juste pour terminer... Les accompagner faire le lien. Pardon, Dr Mboua. Désolée, une fois de plus, j'ai l'impression que voilà, on vous a perdu à un moment. Voilà, ce que je disais, nous allons entrer dans la dernière partie de ce programme et j'aimerais que nous parlions. Dr. Nafti, you've seen these women and young girls in Qatar. You've clinically diagnosed them. What is next? So it's obviously the beginning of a long journey for these patients because in some ways, the acute problems of trauma or cuts or bleeding are relatively easy to deal with as doctors. You can deal with that. As I've highlighted already, the major issue then becomes one of safety and also then the sort of long-term consequences that sexual assault has on the women. And that's not negligible. In fact, we say 20% of women who've been exposed to assault would have long-term consequences. They will present with mental health problems. Patients will present with classic post-traumatic stress. So it is quite debilitating and can be life-changing for a patient. So once you identify the problem, as I said, you deal with the immediate threat, then you have to put them in the care of social services. So here you would get the social workers to come in, and they typically would then look after the patient and follow them up. In that service. So as a gynecologist, typically our role is the immediate to identify. This is really critical. I think one of the messages that we have to put across from this discussion is that as doctors, we need to be asking those questions. Any doctor that's seeing women generally, certainly women that are particularly at risk. So we're talking about women going to sexual health clinics, pregnant women, young girls with repeated admissions need to be asking the question, what is going on? Are there issues at home? And then once you have that issue identified, then you address them. I'll just make a point here, which is really a practical point. In the UK, for example, one of the things that we used to do was two things, okay? The patient would be, when the midwife asked the patient to give a urine sample, which is one of the things that women do when they come into clinic, they would tell them when they go into the bathroom, if there's any issues and you're concerned about your safety, just put a blue note on the bottle, okay? Something that only the doctors will understand. Also, a lot of the times in the women's toilet in hospitals, you will have posters and information leaflets on what to do if you're being subjected to domestic abuse. So the patient can see that, they can write down the numbers, and that number could possibly save their life. So those are all ways of sensitizing the women, getting information from them without their husbands knowing who are there or the family knowing. And those things are really important as well. Yeah. Thank you, Dr. Nafti. Dr. Njay, what can be done to empower women and young girls victims of sexual violence to help them gain control of their future again? Sorry, I think Dr. Miran Njay, I think you're muted, so we can't hear you. Ok, Vicky, il faut dire que la première chose à faire, c'est de sensibiliser les femmes à leur propre responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de leur corps. Il faut dire que dans l'agression sexuelle ou le viol, c'est le corps qui est d'abord blessé, le corps. Et donc, il faut les associer à cette responsabilité de leur corps. Parce qu'il y a quand même une éducation en Afrique qui laisse croire que le corps de la femme est utilisable par tous. Parfois, elle-même, elle le favorise parce que je vais faire rigoler un peu. J'avais un professeur qui disait vraiment les femmes au Cameroun, leur diplôme le plus élevé, c'est leur corps. Il faut que les femmes, oui, il faut qu'elles sentent que leur corps est important. Et quand elles savent que leur corps est important, on ne peut pas en user n'importe comment. Et même à la maison, elles peuvent décider
de ce qu'elles font de leur corps. Parce que là, on parle des violences domestiques. Les femmes, c'est vrai que quand on dit violence, on voit agression, on voit quelqu'un qui use de force, qui a plus de pouvoir, qui a de l'ascendance sur vous. Mais il faut que les femmes disent non. Si elles ont été victimes, qu'elles n'ont pas pu se défendre, qu'elles dénoncent. Qu'elles dénoncent parce que on a ce problème de dénonciation, on a honte. Parfois, c'est le mari. Si on dénonce, on n'aura plus un toit, on n'aura plus d'argent pour vivre. Parfois, c'est le frère, c'est l'identité de la famille qui va être bafouée. On ne veut pas que ça sorte, on garde les secrets de famille. Non, il faut qu'on sensibilise les femmes à dénoncer parce qu'il s'agit d'elles en tant qu'individu, d'elles en tant que personne. Et donc, quand elles ont dénoncé, on peut les accompagner et il faut les aider à un travail de reconstruction. Alors, si on parle des victimes, des survivantes de viol, il faut les accompagner, et ça, c'est le rôle du psychologue, les accompagner à un travail de reconstruction. Tout n'est pas fini après le viol. On continue de vivre, on peut regagner la confiance en soi, on peut reprendre sa vie en main, on peut continuer à être femme. Le docteur Mbala dit la prise en charge médicale, elle est assurée. Donc, s'il y a eu des infections, on peut les traiter. Il y a la prise de bain par celles qui ne il y a la prévention du VIH. Donc, on peut continuer à être femme. Il faut les rassurer. Leur montrer que leur sexualité a été bafouée, mais ce n'est pas fini. Elles peuvent continuer. Elles seront encore des femmes, elles restent belles, elles restent désirables. Ça, c'est ce à quoi il faut les motiver. Et surtout, je le disais à l'entame, il faut que les organisations, les centres qui peuvent prendre en charge les survivantes d'agressions sexuelles, de viol, vraiment qu'ils sensibilisent. Qu'ils sensibilisent dans les communautés. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens. On a les réseaux sociaux, on a beaucoup de médias, mais peut-être des descentes sur le terrain aussi. On peut même faire le porte-à-porte. Il faut sensibiliser les familles, les communautés, la société en général pour comprendre le corps de la femme, mais surtout les femmes elles-mêmes, qu'elles dénoncent chaque fois qui que ce soit. Une agression est une agression, qui que ce soit votre père, votre mari, votre frère, un oncle ou alors un collègue, un patron. Il faut que les Merci beaucoup, Dr. Ndjenje. Merci beaucoup. Et je voudrais juste ajouter, c'est pas que les hommes qui font des agressions les femmes. Donc, même si c'est une femme qui agresse une autre femme, vous êtes quand même de dénoncer cette femme-là. Voilà. Voilà. Dr. Mbua, if there are three, you would like to ask the government to do to help fight this sexual violence against women, young girls, and even men nowadays, what would that be? I know you are involved in fighting and, with the association, you really, this is a subject that is close to your heart. Just give me three things if you want the government to do to help you achieve that, to reduce the impact and all that. What would that be? The government, what I may say, is just a matter of vulgarization, information on law. Chacun des individus qui vit dans ce pays doit être au fait des lois. Ce serait utile de vulgariser les lois qui protègent les femmes, les filles, qui sont contre les agressions sexuelles et contre toute forme de violence d'ailleurs. Elles existent, ces lois. Il y a énormément de choses qui sont faites au niveau gouvernemental, au niveau national. Il y a un travail énorme qui est fait pour pouvoir protéger les survivants de violences sexuelles, pour pouvoir enrayer ce phénomène de violence sexuelle-là. Seulement, au niveau opérationnel, donc à la base, au niveau du terrain, ce n'est pas tout à fait ressenti. Donc, il serait utile, fortement utile, que ce soit vulgarisé, que les lois qui entourent la protection des femmes et des filles, des femmes et des enfants soient connues de tous, et que les lois qui condamnent fermement les violences sexuelles soient connues. Ça, ce serait une chose. Je dirais également qu'il serait utile que la plupart des services, la plupart des hôpitaux disposent d'unités de prise en charge de ces survivants-là. Des unités dans lesquelles ces survivants seraient
accueillis en respectant leur dignité, en respectant en assurant une confidentialité totale autour de leur personne et où ils seraient pris en charge de façon holistique. Donc, tous les intervenants viendraient sur place plutôt que ceux-ci qu'on ait des survivants qui doivent aller d'un service à l'autre, répéter leurs histoires des dizaines de fois. Ça, c'est un traumatisme de plus qu'on leur fait subir. Qu'ils puissent avoir des lois qui encadrent, parce qu'on va certes pouvoir poursuivre le perpétrateur, poursuivre les auteurs, mais il n'y a pas un volet de protection du survivant. Par exemple, si vous êtes victime d'agression sexuelle dans le cadre domestique aujourd'hui et que vous allez jusqu'au tribunal, il n'y a pas des choses qui sont prévues pour vous protéger, vous. Certes, mettre hors d'état de nuire, on pourrait mettre hors d'état de nuire très rapidement l'auteur lorsqu'on le rattrape, mais seulement il n'y a pas des éléments qui sont établis pour pouvoir vous accompagner. Donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent les organisations non gouvernementales et les associations qui peuvent, lorsqu'elles sont saisies, accompagner ces survivants-là. Donc, voilà. Et puis, je dirais en dernier, pour le troisième élément, qu'on implique les hommes et les garçons. Il faut qu'on implique les hommes et les garçons à la lutte contre les violences sexuelles. Qu'ils apprennent que le corps de l'autre doit être respecté. Leur corps à eux-mêmes doit être respecté, mais également celui de leur compagne. Qu'ils ne soient pas dans un cadre éducationnel qui les amène à chosifier la femme qui est devant eux ou alors la fille qui est devant eux. Que tout le monde se comporte en lady et en gentleman. Gentleman. That is a lovely conclusion. Right. We've come to the end of this second part of our 3-part series. It's been a pleasure, as always, to have these 3 fantastic panelists with me today. Thank you for listening. Hopefully you've learned a thing or two. Stay tuned on Africa Today TV for the 3rd and the last part of our saga. Good night. Thank you. Thank you. Bye. Jamais nous disons stop à la vente de nos terres. Jamais, ne cédons pas au chantage et belles paroles. L'héritage que nos ancêtres nous ont légué, ce n'est pas l'argent, les voitures et maisons. Pour assurer la survie de nos familles, c'est la forêt et la terre. Missy et bon, elle est baillon c'est ma eie. Missy bonne te honi, elle est baillon c'est ma eie. Et ma kubasia na ton mambo manyoko. Na be café na biko konone, umo somo sanga olia. Toyanaka obonongo yosumise inundanga abonisa sakonane no
tena mokatu moti usunu ni fola abanisa tuyana kobonanga tobonanga salaba tobe munu moti batokaka obusi élevons nos voix chantons sur tous les toits pour que demain soit plus clair. Si t'entends ma voix, la voix des sans-voix, ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Toyanaka, Obonongo, Yosumise, Inundanga, Abonisa, Sakondane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Oui au développement, non à l'exode rural. Diaspora Banen, chef traditionnel élite, fils et filles, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mounani Moundamonte. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente Peuple Banen, des terres, tous nous sommes interpellés. non à la vente Soyons unis. des terres, non à la vente Bonani petit me patenem. Mokatu moti fosumi folok. Monani foye moi. Nous remercions le collectif des artistes Banen et son président, Monsieur Ecombile Vincent Olivier, pour sa lutte acharnée pour le réveil de la culture Banen.